Bonjour à tous, aujourd'hui on va partir d'une nouvelle qui peut paraître assez anodine sur certains stablecoins, mais qui peut avoir des conséquences importantes sur comment on gère notre portefeuille, notamment en phase de bull run, sur les stablecoins qu'on va utiliser. On va voir certains éléments qui sont importants, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais ça nous permet de toucher aussi d'autres points. C'est parti, on commence tout de suite. Donc l'article qui m'a donné envie de faire cette vidéo, publié le 22 février 2024 sur Cointelegraph. On nous dit que Tether se réserve le droit de confirmer ou non la suspension de l'émission d'USDT sur Tron. Donc USDT, le stablecoin émis par Tether, l'entreprise sur la blockchain Tron. Et on nous dit que Tether n'a pas fait de commentaires spécifiques sur son intention d'abandonner le soutien à Tron après que son rival Circle, donc une autre grosse entreprise centralisée qui émet des stablecoins, dans le cas de Circle c'est l'USDC, ait décidé d'abandonner le réseau pour des raisons de sécurité. Donc Circle, il a annoncé mardi dernier qu'il allait arrêter d'émettre les USDC sur Tron. Donc Tether, l'entreprise, ils ne se sont pas prononcés sur ce qu'ils allaient faire par rapport à Tron. Par contre, ils ont confirmé deux choses intéressantes pour leur stablecoin. Donc premièrement, c'est que les tokens Tether sont émis sur plusieurs blockchains qui sont simplement des couches de transport pour ces tokens. Donc là, rien de nouveau. Par contre, en deuxième, ils confirment quelque chose qu'on savait déjà, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Tether conserve la capacité de geler les transactions sur chaque couche de transport, sur chaque blockchain, directement prise en charge afin d'accomplir ses devoirs de conformité. Et en plus, il surveille activement la sécurité de chacune des couches de transport, donc les blockchains, encore une fois, sur lesquelles sont émis ces stablecoins, afin de garantir les normes les plus élevées à notre communauté. Juste pour regarder, c'est vrai que Tether est émis sur énormément de blockchains. Donc là, on peut aller voir sur, par exemple, CoinMarketCap, sur More, tous les contrats sur lequel est émis le jeton pour l'ajouter à son portefeuille. Donc il y a du Layer 2, il y a plein de blockchains, des Layer 1, et il y a notamment le Tron, donc en TRC20, donc les USDT émis au format TRC20. Et il faut savoir qu'en plus, ce qu'ils nous disent après dans l'article, c'est que Tether, bon ça c'est le plus grand stablecoin du marché, mais que le réseau Tron abrite plus de 51 milliards d'USDT. Donc on nous dit que Tether c'est le plus grand stablecoin du marché, avec 98 milliards de market cap presque. Mais sur ces 98 milliards de market cap, il y en a plus de la moitié qui est située sur Tron. Et ça, c'est quand même un chiffre qui m'a surpris à moi, parce que franchement, Tron, pour l'avoir utilisé il y a quelques années, je ne sais pas si ça a radicalement changé, mais ça me paraîtrait quand même assez bizarre. Mais le wallet, il est franchement pas simple à utiliser, il n'est pas user-friendly. Et puis après, au niveau développeur, pour moi, c'est une chaîne morte. Et d'ailleurs, ça m'étonne que Tron soit encore dans le top 10 des blockchains. Et franchement, c'est une question que je me pose légitimement. Donc si vous avez une explication autre que la mienne que je vais vous donner maintenant, mettez-la moi en commentaire. S'il vous plaît, on pourra en discuter. Pour moi, le facteur principal qui fait que Tron est encore dans le top 10 des blockchains alors qu'il y a quasiment plus d'activité, justement en partie parce qu'il n'y a plus d'activité, les frais sont pas chers du tout. Donc ça sert à faire des transactions de stablecoin notamment, avec plus de la moitié des Tether, encore une fois, qui sont sur cette blockchain. Et comme c'était peut-être une blockchain qui est sortie relativement tôt, elle a été intégrée à pas mal d'exchanges. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui proposent de sortir tes cryptos et tes stablecoins sur Tron et pas sur d'autres Layer 2, sur d'autres blockchains plus récentes. Et du coup, le principal usage, ça serait de transvaser des cryptos pas chers et notamment des stablecoins. À part ça, je vois pas. Donc, encore une fois, si vous avez une explication plus convaincante, mettez-la moi en commentaire. Donc, si on continue, on nous dit que les commentaires de Tether sont une réponse à une annonce de Circle, donc le 20 février, dans laquelle la société annonçait qu'elle arrêtait immédiatement l'émission du SDC sur Tron et qu'elle allait cesser progressivement de soutenir le réseau. Et en plus, il y a eu le mois dernier un rapport des Nations Unies, l'ONU, qui a déclaré que l'USDT sur la blockchain Tron est devenu un choix privilégié pour la cyberfraude et le blanchiment d'argent en Asie du Sud-Est, en raison de la facilité de l'anonymat et des faibles frais de transaction. Tether a réfuté le rapport, affirmant que l'ONU ignorait la traçabilité de l'USDT et les antécédents de l'entreprise en matière de collaboration avec les forces de l'ordre. Elle a souligné qu'elle avait gelé plus de 300 millions de dollars d'USDT utilisés dans la criminalité au cours des derniers mois, dont 225 millions gelés en novembre 2023 seulement, avec une enquête faite autour des États-Unis. Donc pour moi, il y a plusieurs informations importantes, alors qui ne sont pas nouvelles, mais qui est toujours bon de rappeler, qui émergent de cet article. C'est que premièrement, les entreprises qui émettent des stablecoins type Tether, type USDC, centralisées, du coup, elles contrôlent les actifs qu'elles émettent réellement. Donc même si vous avez les coins sur votre wallet, sur votre ledger, sur n'importe quelle wallet à froid, elles peuvent quand même les geler. Il y a un contrôle constant sur les différentes chaînes des mouvements qui sont faits avec ces coins. Il nous rappelle qu'il n'y a pas d'anonymat.
qui a du tracing. Donc eux, ils font ce contrôle, ils gèrent, ils regardent ce qui se passe sur leurs différents coins, sur leur chaîne. Ils sont en collaboration aussi avec les autorités dans le cas d'affaires de vol, de piratage. Donc ils peuvent bloquer des coins, comme le font parfois aussi les exchanges, Binance par exemple, qui peut aussi bloquer des fonds si on lui demande, ou si elle a sa team de sécurité qui lui dit attention, il y a des fonds qui ont été volés, il y en a une partie qui est arrivée sur le wallet de l'exchange, on va bloquer les fonds. Donc les entreprises privées qui sont centralisées, elles ont le contrôle des clés privées, et dans le cas des entreprises qui émettent des stablecoins, elles ont le contrôle sur ces coins. Donc il n'y a pas forcément d'anonymat. Donc si on les a achetés sur une plateforme centralisée, il n'y a pas d'anonymat, il y a un suivi qui est fait tout au long avec votre identité qui est attachée à ces coins. Et en plus, ce qui est peut-être plus préoccupant, c'est ils ont encore une fois, mais c'est important de comprendre ce principe, le contrôle sur ces fonds, ils peuvent les geler. Donc même s'ils ne peuvent pas les sortir de votre wallet, ils ne peuvent pas initier les transactions, ils peuvent dire ces coins, ils ne bougent plus, ils sont bloqués, on ne peut plus les envoyer, on ne peut plus les transférer, on ne peut plus rien faire, et on ne pourra pas les bouger sans l'accord de Tether. Et par rapport à tout ça, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de stablecoin parfait qui mériterait qu'on ait 100% de notre allocation stablecoin sur un seul stablecoin. Il y a des stablecoins centralisés, il y a des stablecoins décentralisés type DAI. Donc il va falloir certainement, si on veut sortir une partie de nos fonds, de nos gains en stablecoin pour limiter l'imposition et pas le sortir en fiat directement, choisir un panier de stablecoin, donc à voir après quel stablecoin on choisit, si c'est centralisé, décentralisé. Comme on le voit dans cet article, les entreprises centralisées peuvent choisir de retirer leur support à certaines blockchains, certaines layer 2, donc il faut faire attention aussi à ça. On peut avoir envie de se dire, ok, Ethereum c'est cher, je stocke sur d'autres chaînes, oui, mais alors attention à ne pas prendre peut-être des chaînes, si on veut faire du long terme, qui sont assez nouvelles ou qui peuvent poser problème, parce qu'on ne sait pas si le support peut être retiré. Donc dans ce cas-là, il faut quand même suivre l'actualité crypto, hein, c'est pour ça aussi qu'on est là. Et d'un autre côté, il y a les stablecoins décentralisés, dont le DAI. Et là, j'ai quand même une nouvelle qui est assez intéressante, parce que moi, j'avais l'image toujours du DAI qui était très collatéralisé avec de l'USDC. Donc du coup, c'était un stablecoin décentralisé avec la majorité de ses réserves qui étaient stockées en USDC. Donc au final, on avait un stablecoin qui était certes décentralisé, mais avec la majeure partie de ses réserves dans un stablecoin centralisé. Donc c'était pas optimal. Mais en cherchant un peu pour cette vidéo, j'ai vu que ça avait beaucoup changé et que MakerDAO, donc le protocole qui émet les DAI, il était maintenant très collatéralisé avec des real world assets, donc des tokenisations d'actifs du monde réel. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Donc on peut voir les ratios là. Sur Defilama, on voit qu'il y a plus de 2 milliards qui sont bloqués sur les real world assets de MakerDAO. Donc encore un cas d'usage de ces real world assets dont on parlera aussi sur la chaîne, mais qui est un des schémas narratifs pour ce bull run. Et donc du coup, on a quand même une réserve du DAI qui est beaucoup plus décentralisée avec ces real world assets qu'on peut venir collatéraliser dans le protocole. Donc les ratios de collatéralisation ont bien changé avec maintenant un USDC qui est passé peut-être de plus de 80% début 2023, fin 2022 à moins de 10%. Donc dans tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la décentralisation du DAI, même si je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout mettre en DAI, mais c'est une option qui est un peu plus valide que par le passé. Mais encore une fois, il n'y a pas de solution miracle pour les stablecoins. Il faudra sûrement réfléchir à avoir un panier de stablecoins et réparti sur plusieurs chaînes, centralisées, décentralisées et sur plusieurs blockchains pour limiter les risques technologiques, les risques de centralisation, les risques de protocole, comme ça peut être le cas sur MakerDAO. Et donc, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos, mais cet article il permet de remettre en perspective certains aspects de la prise de plus-value en crypto au travers des stablecoins. Donc, sortir de la volatilité du marché pour valider ces plus-values en stablecoin, encore une fois, pour limiter l'imposition, avoir ces risques en tête et aussi ces opportunités, donc pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Et pour ma part, la meilleure approche pour l'instant, c'est vraiment de choisir un panier de stablecoin, encore une fois. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi comment vous percevez ces informations autour des stablecoins, quelle est votre stratégie aussi pour le bull run par rapport à tout ça. Ça peut être intéressant d'en discuter si on a des retours suffisants dans d'autres vidéos. Je vous laisse comme d'habitude mon guide offert pour bien débuter dans la crypto-monnaie en description de la vidéo. Si c'est du contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like aussi. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Salut à tous.